Bon, ben c'est maintenant. C'est maintenant. C'est le dernier épisode avant 1000 ans. J'allais dire... C'est long, ça. ça. Je voulais pas... La prochaine fois qu'on se parle... C'est pas dans 1000 ans. C'est pas dans 1000 ans, OK. c'est dans 3-4 jours. Tu l'avais attrapé. là. Voilà. Il y aura 10 points à chaque fois qu'on fera le jeu de mots Oui. une fois là-bas. Non, non, non. Une fois là-bas. À la fin des jeux, celui qui a le plus de points gagne. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Non? Je vais le dire tout de suite. Mardi prochain et vendredi prochain, on sera là en formule hybride avant de commencer officiellement le balado pour les jeux samedi le 7, qui, lui, sera en direct sur tout.tv à 18h, heure du Québec. Donc, Voilà, ça c'est OK. dit. Tu apportes l'essence et nous serons électriques. Oh là, C'est ça l'hybride, le format Ah, hybride. OK. Et là là. Et là là. Je donne tout ce que j'ai à matin, les gars. Ouais, ouais, alors, tout ce que c'est j'ai. ça, on vide le sac. Ah, on vide On le vide le sac. sac. avant Vous de êtes, partir. vous êtes en train de vider mes batteries, les gars. Là. Arrêtez ça. Alors, dans la catégorie des choses auxquelles j'ai hâte, qui sont extra professionnelles et extra sportives, j'ai déjà mentionné avoir le lit à moi tout seul. Ça j'ai hâte. Les autres choses étant pas de lunch. Pas de lunch à faire pendant 3 semaines. J'aime ça faire les lunchs, mais c'est fatigant. C'est une petite charge. Cuisine italienne pendant 3 semaines. Ça, c'est mon type de cuisine préférée, mais j'aime ça la variété. Fait c'est sûr qu'à un moment donné, là, je vais avoir envie de manger comme un cheeseburger. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Et l'autre chose étant, je congède mon chat qui me griffe. Mon chat est dans une très mauvaise passe. Fait que j'espère guérir de mes nombreuses égratignures sur les avant-bras en Italie. Eh ben. Ouais, Et vous, messieurs? C'est tout un programme. À quoi avez-vous hâte? Ben, tournoi de hockey, hein? Non, j'ai dit extra sportif. Oui, parce que ça va peut-être être pas pire, ce tournoi-là. Ouais. Ça va être pas pire, mais extra sportivement, on verra pas grand-chose. Non. Non. Moi, si je peux manger italien, C'est ça. Là, tu Si crains- on réussit, c'est tu pas crains, sûr. toi, de manger trop italien. Moi, Non. je pense que j'espère qu'à l'Arena, j'espère qu'ils vendent de la bière au ciel, mais j'espère qu'ils vendent des pâtes à l'Arena. Tu sais, que je goûte l'Italie pour vrai à l'Arena et que ce soit... Il y a des bons endroits pour manger à Milan, mais là, c'est ça. On va être, On sera pas là. on va être à la journée longue On va être loin à l'Arena, un peu isolé de de la vie mondaine. exactement, Absolument. de la vie trépidante du centre-ville. Alors, mais ça va être une expérience, ça va être le fun. Mais c'est ça. Cela dit, c'est un pays qui a la réputation d'avoir les meilleurs sandwichs de station-service. Fait que c'est au pire. Quand même. Au pire, mal pris. Bon, ben c'est ça. Prochaine fois qu'on se parle, on va être là-bas. Pas de danger Et- qui était préparé en avance. Non. Si on se fie sur leur Arena. C'est vont ça, être tout préparés est exactement. Mais prêts tu juste me à fais la donne. penser, mais Ouais. oui, c'est ça, c'est la philosophie italienne. C'est. Préparez devant vous. C'est ça. C'est sur commande. Un aréna, bougez pas. C'est ça. On va aller chercher le marteau. Ah, la réponse était là, tout ce temps. Puis puisque je suis là, le pool. Allez participer au pool. C'est ça. C'est sur le radiocanada.ca. Il y a un pool. Vous vous inscrivez avec votre nom ou un pseudonyme. Est-ce que tu t'es inscrit, Marc-Antoine? Et... C'est bien. Vous êtes de très bons élèves. C'est assez amusant. C'est comme un questionnaire. Faites vos choix. Vous pouvez gagner un iPad. Hein? Fantastique. On dirait que j'anime. OK, aujourd'hui, comme dans le temps, une nouvelle voix et mal de tête, prenez Panarin. Je l'ai manqué. Fais-le, Marc-Antoine, c'est meilleur. Ah oui? Oui, c'est mal de tête, prenez Panarin. Ouais. Ouais. C'est tellement OK, épisode 460. Il est votre journaliste avec aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin, à qui j'ai volé cette boutade qui m'amuse. C'est pas une boutade, mais ce pastiche qui m'amuse. On a beaucoup de plaisir avec ces affaires-là. Oui, c'est vrai. T'en as d'autres, d'ailleurs. On se les réserve. Ben, c'est Pour- parce que, oui. pour Moi, plus tard. mon préféré, c'est Antti Laaksonen.
Un ancien joueur, je pense qu'il a brièvement joué au Colorado, entre autres. Là. Devine, c'est quoi, Martin? Ouais. Antti Laaksonen. Ah, formule jour. Excusez. Voilà. Problème de congestion. Ne restez pas sur le banc avec Antti Laaksonen. Merci Marc-Antoine. Et il est votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour Martin. Bonjour messieurs, bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Est-ce que c'était presque le contraire? Souvenez-vous du premier match canadien-nordique au Colorado. C'était prise 2 hier au Centre Bell. C'était 7-2, me semble, la défaite du Canadien. Hein? Donc 7-3, la victoire du Canadien hier, donc contre l'Avalanche. Au niveau du pointage, c'était presque le contraire, mais au niveau du match, pas tout à fait. Il y avait plus de nuances dans le match hier. Ouais. Le Canadien a disputé une très, très bonne première période. Après le match, je suis allé dans le vestiaire de l'Avalanche et Cale Makar disait « Je pense qu'on n'a pas eu on n'a pas eu une sortie de zone à pleine vitesse de tout le match, une transition, ce qu'on appelle un break. Le Canadien a été bon en échec avant hier. Mais quand même, c'est ça, le Canadien a eu une très bonne première période, mais en deuxième, ça a tourbillonné beaucoup. L'Avalanche a eu le contrôle total de la deuxième période et Jakub Dobeš a été très, très bon. A stoppé plusieurs chances de marquer de grande qualité. Et en troisième, l'Avalanche montrait des dents aussi, là, même si c'était 5-2, je pense, après deux périodes de mémoire. Ils sont revenus à 5-3, puis je disais à Gascon, ça sent le revirement. Ouais. Ça faisait une longue période que l'Avalanche dominait, une longue période de temps, et pouf! C'est le but de Evans? Une minute après le but de l'Avalanche qui a fait 5-3, il y a eu un 2 contre 1 avec Carrier. Carrier a marqué. Oui, c'est ça. Et là, les carottes ont été cuites, mais quand même, marqué, l'Avalanche a accordé 12 buts à ces deux derniers matchs. Ça n'arrive pas souvent. Défensivement, ils sont poreux, là. Honnêtement, en ce moment, ils n'ont pas l'air du tout d'une grosse machine de hockey. Là. En attaque, effectivement, ils se sont butés à Dobeš, mais défensivement, ils ont fait plusieurs cadeaux aux Canadiens. Je trouve que ils sont méconnaissables par rapport justement à la version qu'on avait vue à la fin novembre quand le Canadien était allé leur rendre visite. Scott Wedgwood a donné 2 citrons en deuxième période. Là, ça a changé. Je parlais de la domination totale de l'Avalanche. Ton gardien donne 2 mauvais buts dans cette période-là. Fait que ça a changé l'allure de la rencontre. Colorado a quand même droit du jeu très solide de la part de ses gardiens depuis le début de la saison. Mais là, et Wedgwood le disait après le match hier, il disait j'ai rien contre le fait d'accorder des buts. Là, ça arrive dans cette ligue-là. Les gars sont bons. Quand tu fais tout comme gardien, ce qui doit être fait, puis que tu te fais battre quand même, il faut que tu passes à autre chose. Mais il disait j'ai pris des mauvaises décisions, des choses que j'ai pas bien exécutées, puis j'ai changé l'allure de ce match-là à cause de mon jeu. Et ça fait absolument partie de l'histoire de ce match-là. Oui. Faut le dire. Je tiquais là-dessus il y a quelques semaines. Je disais, est-ce qu'on peut comme attendre d'avoir accordé 10 tirs avant de perdre 4-0? Ça arrivait souvent au mois de novembre. L'équipe adverse prenait des avances de 2-3 buts et il n'y avait pas 10 tirs de prix. Mais Wedgwood, c'était un peu ça hier aussi. Là, je pense qu'il avait donné 3 buts. Sur les 5 premiers lancers. Il n'y avait pas 10 tirs. Mais ça recoupe quelque chose que vous aviez observé aussi. Là, et on le voit à Montréal, mais il se marque vraiment plus de buts en moins de tirs. Non, de façon générale, là, ça semble évident. Mais en fait, c'est qu'on comptabilise moins de tirs. OK. La Ligue nationale, à cause des paris qui sont pris. Oui, on en avait parlé. Sur combien il va y avoir de tirs dans le match aussi. Ça, chaque tir est revu. Est-ce que la rondelle, c'est bien. Les paris sportifs. Est-ce que la rondelle aurait touché le filet, etc. Donc, il y a moins de tirs qui sont comptabilisés. On peut, toute notre gratitude aux paris sportifs. Et que c'est bon. C'est tellement. C'est bon pour c'est un grand progrès. C'est bon, oui, c'est bon pour tout. Tu regardes les taux d'efficacité, là, c'est en baisse d'une année à l'autre. Là. Cette année, on est à 890.
Puis, s'il y a une publicité qui réussit à se tasser du site web que je consulte, là, je pourrais quand même réussir à vous donner les chiffres de l'année dernière, mais on était l'année passée à 893. Ah Fait que, ouais. tu sais, alors là, on a perdu 3 millièmes. Il y a 2 ans, on était à 898. Donc, ça fait déjà quelques années Ça que la décline. moyenne est en bas de 900 Ouais, et c'est ça, ça se poursuit. Là, ça se poursuit. C'est intéressant. Alors, À c'est garder pas en tête. nécessairement. Alors, d'un côté, les gardiens dominants sont de plus en plus rares, mais c'est surtout qu'en ce moment, on est dans une période où ce sont les tireurs qui ont le haut du pavé, puis les stratégies offensives où, de manière générale, à part des équipes, disons, comme les Hurricanes de la Caroline, qui, eux, sont clairement au volume, il y a beaucoup d'équipes qui vont troquer la quantité pour la qualité. Il y a 10 ans, la moyenne de la Ligue nationale, la moyenne d'efficacité des gardiens était de 915. Et là là. C'était le sommet dans l'histoire de la Ligue. Là. Jamais les gardiens avaient été aussi efficaces que ça. Puis là, on a chuté sous la barre des 900 pour la première fois depuis 93-94. Alors, ça fait... il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Tout à fait. C'est bon pour le spectacle, j'imagine. Enfin. Donc, c'est ça. C'était pas la même opposition. On peut même se demander, on l'observait pour le Canadien il y a de ça quelques matchs. Il y a des passes comme ça dans une équipe. Là, visiblement, l'Avalanche est dans une mauvaise passe. Là, écoute, ils ont 2 victoires à leurs 8 derniers matchs, mais il leur manque 2 joueurs clés. Gabriel Landeskog, on va, sans être méchant, sont habitués par son absence. Il n'a pas été là pendant 3 ans. Mais l'absence de Devin Taze en défense fait une grosse différence parce que c'est le partenaire de Cale Makar. Donc, lui, là, en étant à l'écart du jeu, on dirait que ça coïncide avec les ennuis de l'Avalanche, mais en même temps, la cadence avec laquelle il jouait depuis le début de la saison, évidemment, l'échantillon était suffisamment grand pour qu'on commence à croire que ça allait durer comme ça toute la saison, mais ils étaient tellement dans une autre stratosphère que là, qu'ils retombent un peu plus sur terre, c'est juste un peu normal. Oui, c'est tout à fait normal. Moi, ce qui a attiré mon attention, puis j'en parlais un peu avec Martin avant l'enregistrement, parce que je voulais être sûr là, que c'était nouveau, ou enfin relativement nouveau. Puis, vous aurez le loisir de me corriger. Là. Pendant l'enregistrement, je prête flanc, mais est-ce que c'était la première fois qu'on voyait Dobson et Hudson commencer un match ensemble et jouer ce match-là ensemble? Deuxième fois qu'ils commencent un match ensemble. C'est arrivé lors d'un des affrontements face aux Penguins de Pittsburgh au mois de décembre. Mais ça, c'est juste parce que Dobson l'a dit dans le vestiaire après la rencontre. C'est pas que je m'en suis pas rappelé juste de même. Quel nerd! C'est ça. Godin! Aïe. Fais-tu autre chose de ta vie? En ce moment, pas grand. Non. OK, mais quand même. Est-ce qu'ils avaient joué tout le match ensemble? Parce que c'est ça la particularité hier. Là. Ouais. C'était une paire. Oui. Ben, écoute, on les a vus souvent ensemble en troisième période quand le Canadien a de la difficulté, essaie de remonter la pente, puis finalement, on met un peu tous nos œufs dans le même panier. Il y a eu la moitié du point de presse à Martin Saint-Louis après la rencontre, ça a été de le cuisiner au sujet de son top 4 et de la combinaison en défense. Tu sais, je pense que tout le monde essaie de voir, y a-t-il moyen que Lane Hudson puisse rester à gauche puis qu'il n'ait pas un partenaire, entre guillemets, vulnérable, un partenaire, tu sais, digne du top 4. Parce que Goalie à droite et Hudson à gauche, ça n'a pas vraiment fonctionné l'année dernière. Et puis là, Goulet, il connaissait un peu des ennuis depuis son retour au jeu. Il a connu probablement son meilleur match Ben oui. à la droite de Matheson. Puis Matheson, les deux ensemble, leur mission était très claire. Et puis Martin Saint-Louis, après le match, il a eu beau être cuisiné, là, il a pas l'air d'un gars qui veut garder ces duos-là de façon permanente. Lui, il veut garder une combinaison où il va avoir Dobson et Hudson ensemble sur un duo, puis Matheson et Goalie sur un autre duo, pour les moments où, il y a une équipe où leur premier trio est absolument dominant et il y a un trio qu'il faut absolument neutraliser, auquel cas, il va se tourner à fond la caisse sur Matheson puis Goalie. Et 2, il faut que ça se produise à domicile parce que si tu n'as pas le dernier changement, à ce moment-là, l'autre entraîneur a tout le loisir d'envoyer son gros trio contre un autre duo défensif que Matheson et Goalie. Puis là, tu t'exposes parce que Dobson et Hudson, évidemment, ils génèrent énormément d'offensives, mais ils ne sont pas du même niveau au plan défensif.
Alors, je pense que c'est une carte que Martin Saint-Louis garde dans sa manche, mais il m'a pas du tout donné l'impression d'un entraîneur qui dit « Ah, là, maintenant, j'ai ma solution, puis ça va être comme ça à partir de maintenant. » Bon, je suis très déçu. Non, mais parce que je pense... on en parlait il y a quelques épisodes, souvenez-vous, je citais Maxime Lapierre pour lui rendre le crédit. Trouvez-moi une équipe où le meilleur défenseur ne joue pas avec le meilleur ou les deux partenaire. Ou les deux meilleurs défenseurs, je pense. Alors que là, ça ressemble à ça. Puis je comprends l'argument. C'est comme si tu me disais, mettons, je veux pas... Comme là, je m'embarque dans une analogie que je construis en plein vol. Peut-être que je ne réussirai pas, là, mais c'est comme si tu me disais, mettons, je veux pas dépenser tout de suite au cas où je pourrais dépenser plus tard. Tu sais, je veux dire, où j'ai faim, mettons, mais genre, je ne m'achèterais pas à manger tout de suite au cas où je pourrais... Tu sais, c'est comme, non, mais regarde, mangeons là, jouons là, ça fonctionne. Mais il y a moi, la logique que je vois là-dedans, Alex, c'est que un des outils les plus précieux dans le coffre d'un entraîneur, c'est d'avoir un défenseur qui fait circuler la rondelle. Et il y a juste une rondelle quand tu es sur le patinoire. Et si tu fais jouer ensemble tes deux défenseurs qui sont tes meilleurs pour faire circuler la rondelle, tu fais comme... Tu te prives d'une option. C'est comme si tu faisais un combat de boxe avec une main attachée dans le dos. Tu es mieux de profiter de les avoir ensemble sur deux paires puis d'être capable de animer plusieurs trios en même temps. Martin les fait jouer ensemble des fois quand il y a besoin quand le Canadien est en arrière dans le match et tout ça, puis il fait comme des blitz, puis il retire un petit peu de temps de jeu à des gars qui sont plus défensifs, mais je pense que sur une grande quantité de minutes, c'est mieux d'avoir tes deux défenseurs qui sont bons pour distribuer les rondelles sur deux paires. C'est comme avoir deux corps arrière. C'est comme un monde idéal, mais reste que la question à savoir... Tu sais, Makar puis Taves, c'est un bon exemple. C'est Makar qui distribue les rondelles sur ce paire, avec un défenseur top-notch qui est vraiment efficace défensivement, qui est capable de jouer avec un bon défenseur pour faire circuler la rondelle, mais tu regardes le reste de l'alignement de l'Avalanche. Le Brent Burns, c'est un défenseur qui est vieillissant, mais qui a quand même beaucoup d'attaques dans lui, qui est bon pour distribuer la rondelle. Puis sur la troisième paire, tu as Samuel Girard, qui est aussi un gars qui promène beaucoup le disque. Là. Je comprends tout à fait, mais c'est juste que la question, c'est en ce moment, là, avec le personnel disponible, je suis d'accord pour dire que idéalement, tu les fais pas jouer ensemble, mais en ce moment, Dobson, c'est probablement le meilleur complément ou enfin le meilleur... c'est le meilleur défenseur droitier. C'est le meilleur. Ça, c'est sûr. Bon. Ouais, c'est sûr. De toute façon, des droitiers, il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Et en plus de ça... c'est le défenseur le plus complet de l'équipe. Voilà. Ouais. Enfin, et moi, il y a un monde idéal où est-ce que c'est peut-être Ryan Backer qui joue avec Hudson, c'est peut-être quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui n'existe pas encore, quelqu'un qui n'est pas né encore. Mais pour l'instant, moi, et en plus de ça, hier, Goulet a peut-être joué son meilleur match. Ça marchait plutôt bien avec Matheson. Je trouve que soudainement, on a comme un genre d'équilibre ou de brigade qui se tient un peu mieux que lorsque Hudson joue à droite avec Goulet était absent. Goulet, évidemment, était absent la majorité de la saison, mais c'était clair, avant même le début de l'année, qu'il était le point de jonction de cette brigade défensive-là, qui était l'élément le plus important, parce qu'il apporte des éléments que Matheson, Hudson et Dobson n'apportent pas, au plan, entre autres, de la robustesse. Mais donc, il y a un ingrédient, puis il y a des atouts dignes du top 4 qui le rendent indispensable. Mais là, étant donné que... Peut-être que le match d'hier, étant donné que ça a aussi bien été avec Matheson, et tout en étant employé du côté droit, ça va peut-être lui donner l'élan nécessaire pour pouvoir être capable de soutenir le rythme à droite de Lane Hudson. Parce que, tu sais, s'il n'est pas sur ton top 4, c'est bien beau la profondeur, mais rendu sur un troisième duo, tu le gaspilles un peu, Caden Goulet. Sauf que ça demeure un gaucher, puis le déséquilibre gauche-droite, il est là. Il faut faire avec, puis il faut que tu aies un gaucher qui joue à droite. Puis je pense que Goulet a démontré qu'il était capable de le faire. Alors, hier, ça a été le défenseur le plus utilisé du Canadien. Goulet? Ouais. Ce qui est assez étonnant. Et quand il joue beaucoup,
ça réduit les minutes de tout le monde. Et puis, tout le top 4 est dans un univers où c'est des minutes quand même faciles à gérer. Matheson, 21-36. Goulet était à 22-56, donc presque 23 minutes. C'est pour ça qu'il est au sommet. Carrier, 19-26. Dobson, 19-34. Hudson, 20-23. Puis il y a Jacky à 13-38. Mais tes 5 premiers défenseurs sont tous dans la braquette de 19 à 23. Ouais. C'est bien, excellent. Là. C'est très bien. C'est excellent parce que là, tu n'as pas surtaxé personne. Alors, Goulet a un rôle, je crois, fondamental au sein de cette équipe-là. Mais c'est sûr que s'il était capable de livrer la marchandise puis d'être le Devon Taze de Lane Hudson, ben là, on serait en voiture. Là. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a aucun doute que Hudson est plus productif à gauche puis que c'est là qu'il faudrait que le Canadien trouve le moyen de le faire jouer. Tu l'as dit, on a encore failli le perdre. Hein? Goulet. Moi, j'étais sûr j'étais convaincu. Je pensais que c'était la fin des carottes. Ouais. Ça fait partie de ton histoire. La fin des carottes. La fin des haricots. Les carottes étaient cuites. Les carottes étaient cuites. La fin des haricots. Ouais. C'est ça. Ça a fait une Macédoine d'expression. Les haricots étaient trop cuits. Mais quand elles sont cuites, les carottes, c'est la fin. Oui, c'est exact. Tout à fait. Mais ouais, c'est ça. Beaucoup de gens pensaient, je pense. Ben oui. Pas encore. C'est clair. Pas encore Goulet, parti pour une longue période. Et bravo aux officiels qui étaient sur la patinoire parce qu'ils ont rendu la bonne décision. Premièrement, de décider d'appeler une pénalité majeure à Manson pour pouvoir regarder le jeu comme il faut. Et il n'y avait pas de pénalité sur ce jeu-là. C'est des affaires qui arrivent. C'est une action, dans le jargon du hockey en anglais, ils appellent c'était une action stick on puck. Alors, c'est une bataille pour la rondelle, puis le positionnement des deux joueurs pour la rondelle a mené à ça. Mais évidemment, le coude était haut pareil. Là. Oui, Puis il a été... C'est juste que, est-ce que c'était dans la foulée? Ce n'était pas intentionnel. Je suis d'accord avec toi. C'était pas... Mais ils ont pris le temps de le faire. Ils sont pas... Il y a tellement de mauvaises décisions qui sont rendues récemment où, dans le fond, on appelle des punitions qui n'existaient pas, que là, on n'est pas certain. C'est une punition qui peut changer le cours d'un match. On a peut-être un blessé. Prenons le temps de réviser quelques secondes, puis c'est correct. Goulet, meilleur match depuis qu'il est de retour. Tu parlais, Martin, il y a quelques épisodes là, du retour des blessés là, qui chamboulaient toute la chimie et qui tuaient le... Mais là, ça se place tranquillement. Évidemment, c'est normal. Je sais qu'il a marqué, mais Kirby Dach aussi, on sent que ça revient tranquillement. Je pense que... Est-ce que... Là, c'est sûr que le Canadien vient de battre 2 grosses équipes, là, même si l'Avalanche est en déroute, là, mais c'était une bonne semaine, mais on peut dire que les choses se replacent tranquillement. Ben, Kirby Dach, je trouve... on ne l'a pas vu en santé très souvent pendant de très longues périodes, mais ce qu'on sait de lui, c'est que quand il a été à son mieux, il était souvent une présence physique. Il y avait cet élément-là dans son jeu. Et puis, il n'y en a pas trop là, dans cette équipe-là. Non. Et au sein du trio avec Evans et Bolduc, il est à même d'apporter ça parce que dans la façon de jouer de ce trio-là, c'est un peu plus nord-sud, un peu plus linéaire, moins dans la créativité et la découverte de l'espace. Les grandes quêtes. Exact. Ouais. Il est capable donc d'aller chercher cet élément-là. Fait que pour l'instant, c'est une bonne place pour lui, ce trio-là. Puis c'est un trio qui est beaucoup plus qu'un 4e trio. Hier, c'est un trio qui a été beaucoup plus efficace que celui de Philippe Danault, entre autres. Ouais. Alors, ils peuvent prendre des minutes. Puis il n'y a aucun problème. Puis, tu sais, si son flair offensif lui permet d'être productif, puis qu'il réussit à imposer sa loi physiquement de manière plus régulière, on pourra toujours le replacer sur le premier trio. Je continue de croire que c'est le meilleur candidat qui est à la disposition du Canadien si Slavkovski n'est pas pour être sur le trio de Suzuki. Mais en attendant, la question de le ramener dans le bain, il est à une bonne place en ce moment. Ouais. Alors, c'est certainement une option sexy, Kirby Dach avec Nick et Cole.
Yacoub Debèche a été très bon. Hein? Est-ce que je peux dire ça? Oui, il était OK, je le dis. OK, je le dis. OK, je le dis. Yacoub Debèche a été très bon. Signe que la décision de faire un changement à la position d'entraîneur de gardien a été payante. Ça s'appelle un sophisme. Oui, exactement. Peux-tu nous en faire un sur le fly, là? Non, continue. Non? Je veux pas te faire perdre ton idée. Bref, on commence avec ce que vous voulez. Debèche a été bon. Est-ce ponctuel? Est-ce du Debèche normal? Et est-ce que ça a une signification? Et ensuite, on parlera, bien sûr, du changement. Est-ce que ça a une signification que Debèche a été bon? Écoute, peut-être pas. Premièrement, Debèche, on parle beaucoup depuis le début de la saison, puis beaucoup de gens en ville parlent du fait que c'est pas un gardien qui est classique d'un point de vue technique ou qui est peaufiné. Qu'est-ce qu'on dit de Jacob Fowler? On dit qu'il a un style... économe, un style fluide. Debèche, c'est le contraire. Debèche est plus échevelé un peu. Mais quand même, je pense qu'il faut reconnaître, là, pour un gardien qui est pas pour un gardien pas bon techniquement, il est quand même rendu à 17 victoires, 5 défaites. 3 défaites en prolongation, 7 victoires, aucune défaite en temps réglementaire, une défaite en prolongation à ses 8 derniers départs. J'ai remonté tantôt, j'ai jeté un coup d'œil aux statistiques. Là. Le dernier gars qui a eu des départs, des fiches semblables après 24 départs chez le Canadien, Carey Price, 2012-2013. Carey Price en 2017-2018, 2016-2017. Et Carey Price en 2008-2009. Bien sûr, c'est pas la même chose parce que Carey Price faisait ça... avait ses 24 premiers départs, genre dans les 30 premiers matchs du Canadien, alors que là, on est rendu au match 53, 54 du côté du Canadien, mais c'est quand même, il gagne ses matchs de bêche, puis depuis quelques rencontres, tu vois qu'il a commencé à travailler sur des points techniques très, très précis. Là. Vous remarquerez, là, quand il capte la rondelle, la seconde d'attention supplémentaire qu'il accorde à chaque rondelle qu'il capte avec sa mitaine, puis... s'assurer de bien immobiliser la rondelle quand il la reçoit. Puis tu vois dans les préparations d'avant-match, dans les périodes d'échauffement, il travaille sur des points techniques puis il est très, très, très concentré. Pour ce qui est du congédiement d'Éric Raymond, écoute, moi, ça m'a attristé. Mais honnêtement, c'est quelque chose, j'étais sûr que il y avait un plancher assez mince sous ses pieds depuis le jour où Jeff Gorton est arrivé chez le Canadien. Là, puis je vais expliquer l'histoire. Là. Éric Raymond a été congédié par Jeff Gorton quand il était chez les Rangers de New York en 2020 pour aucune raison. Il avait travaillé avec Shesterkin dans la Ligue américaine, puis avec Alexander Georgiev, puis il avait fait du bon travail avec eux. Gorton l'a congédié à l'époque de la pandémie pour aucune raison. Il travaillait avec Benoît Allaire, il était l'entraîneur responsable des gardiens avec le club école des Rangers. Et quand j'ai vu que Gorton arrivait, je me suis dit, ça ne durera pas longtemps. Mais il y a eu quand même une période qui était favorable je parle du point de vue de l'entraîneur des gardiens. Le Canadien ne cherchait pas à gagner du tout. Et l'année dernière, quand le Canadien a voulu gagner, Montembeault connaissait une saison exceptionnelle. Mais moi, personnellement, je vous parle d'un sentiment personnel. J'étais sûr qu'à la moindre défaillance, à un moment donné, il allait perdre son poste. Puis Gorton le dit dans son point de presse. On n'avait pas l'intention de le renouveler à la fin de la saison. Puis ce qui est arrivé aussi, c'est que Marco Marciano, les Red Wings de Détroit la saison dernière, ont contacté le Canadien pour dire on veut embaucher Marco Marciano avec notre équipe de la Ligue nationale. Puis le Canadien a retenu Marco Marciano en lui disant écoute, reste avec nous, on ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est ça. Alors, et on savait ce qui allait arriver. Fait que c'est ça. Une chose s'est enchaînée dans l'autre, mais tu sais, moi, Éric Raymond, là, je le connais je le vois dans le monde du hockey depuis qu'il a l'âge de 15 ou 16 ans. Il était gardien dans la Ligue Midget 3 avec Martin Brodeur chez le Canadien de Montréal-Bourassa. Puis Midget était aussi bon que Martin Brodeur. Là. Ça a été un très bon gardien de la Ligue de hockey junior majeur, puis de la Ligue junior majeure du Québec avec le Titan de Laval. Il a gagné la Coupe du Président 2 fois. C'était un membre du Quatuor chez Canadien des anciens Titans. Là. Il y a une petite
un petit groupe d'anciens titans chez le Canadien, Donald Odette, Martin Lapointe, Pascal Vincent. Il faisait partie de ça. Son mentor, quand il était gardien, c'était Mario Barry, un très bon entraîneur de gardien de Saint-Léonard qui a développé Roberto Luongo puis Martin Brodeur aussi. Donc, son mentor comme entraîneur des gardiens, ça a été Benoît Allaire, qui est avec les Rangers depuis 2011, qui est le frère de François, donc des cerveaux en matière de développement de gardiens. Alors, c'est pas un nono, Éric Raymond, puis ça me faisait beaucoup de... Ça me chicotait quand je voyais au cours des dernières semaines des gens, des partisans qui disaient « Congédier l'entraîneur des gardiens. » Tu as Martin Saint-Louis qui a passé pas mal sa vie dans le hockey, puis qui coach en Ligue nationale, puis qui dit « Écoute, moi, la position de gardien, il faudrait que je passe 10 000 heures là-dessus pour être intelligent sur cette question-là. Je délègue à mes entraîneurs des gardiens, puis les gens qui regardent ça de l'extérieur, qui disent congédier l'entraîneur des gardiens. » Et Samuel Montembeault, là, il était croche en tabarouette quand il est arrivé à Montréal, puis Éric a fait un travail extraordinaire avec lui, au point où Montembeault, ça a été un des gardiens les plus efficaces de la Ligue nationale l'année passée. Alors, c'est un marqueur. C'est comme quand les gens disaient que Dominique Ducharme empêchait Cole Caulfield de marquer des buts. Là, c'est ridicule à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est un département dans une équipe, celui des gardiens, qui est plus du coaching individuel. Puis ça se peut que, comme les joueurs de tennis, qui à un moment donné décident je vais changer d'entraîneur parce que... Absolument. L'idée de la nouvelle voie. La nouvelle voie, ça se peut. Mais Éric Raymond, c'est un entraîneur des gardiens très compétent, qui a fait du bon travail, puis c'est un petit peu gros, je trouve, d'attribuer la baisse de rendement de Montembeault à Éric Raymond. Puis comme dirigeant, tu peux dire, OK, on va amener une nouvelle voie, puis je comprends ce raisonnement-là, mais c'est pas... C'est pas aussi direct que ça. Surtout dans le contexte où est-ce que la qualité du travail est... On n'a pas besoin de le chercher, là, on a juste à regarder la progression de Montembeault. Bon, là, évidemment, c'est une saison plus difficile, mais je parle de sa progression depuis qu'il a été réclamé au ballottage. Tu sais. Si c'était Éric Raymond le problème cette année, j'espère qu'il y a eu un bonus l'an passé, là, parce qu'il faut que ça aille des deux côtés. Là. C'est assez ingrat la position d'entraîneur des gardiens parce que dans le fond, ton travail ne tient qu'à la performance de 2 personnes. Alors, tu peux pas te cacher. Si ces 2 personnes-là ne performent pas, tu risques d'en payer le prix. Moi, ce que j'ai vu dans cette décision-là, dans ce congédiement-là, c'est le fait que le Canadien, même s'il parle beaucoup du fait qu'il veut se construire pour le long terme, c'est pour plus tard, etc., cette décision-là, c'est pour avoir du résultat maintenant. Ouais. Tu laisses ton meilleur espoir, tu enlèves son entraîneur de gardien à ton meilleur espoir à Laval en faisant ça, en sortant Marciano. Oui, d'une certaine manière, oui. Ben oui, effectivement, mais on le sait en même temps que Fowler est... Fowler est le gardien d'avenir de cette équipe-là. Mais sauf que c'est assez clair que le Canadien n'ira pas sur le marché pour pouvoir s'améliorer à la position de gardien. Alors là, il y a une multitude de choses qui ont été faites depuis le début de la saison pour pouvoir obtenir plus de rendement, entre autres, surtout de la part de Montembeault. Alors là, la prochaine étape, c'est à partir du moment où le Canadien a dit c'est la dernière année du contrat d'Éric Raymond, on ne le renouvellera pas. Alors, on va profiter du fait qu'il y a une pause olympique qui arrive et du fait qu'on a besoin de c'est la carte qui nous reste à jouer si on veut créer un électrochoc devant le filet. Je ne sais pas dans quelle mesure Dobèche lui-même en avait besoin. Je pense que Montembeault, qui a développé une relation avec Éric Raymond, on verra, on ne lui a pas encore parlé, on ne connaît pas ses états d'âme, mais ils amènent au moins un entraîneur avec lequel il y a un lien de confiance avec Montembeault et avec Dobèche. Dobèche a connu 2 très bonnes saisons à Laval avec Marco Marciano. Il était très, très, très heureux de parler de lui après la rencontre d'hier. Il en a parlé pratiquement comme d'une figure paternelle. Oui. Et il lui a dit, il m'invite à aller m'amuser. Il est venu entre la 2e et la 3e période me donner un point très précis sur lequel travailler pour résister à l'avalanche du Colorado. Puis ce truc-là m'a été utile pour la 3e période. Montembeault a travaillé avec Marciano, non seulement à l'époque
de l'Armada de Blainville-Boisbriand, mais aussi durant l'été. Ils ont continué leur relation professionnelle durant l'été. Donc, il y a un rapport, puis il y a un lien de confiance. Puis Montembeault, ses meilleurs matchs cette saison, c'est quand il est revenu de Laval, qui était tout juste frais de l'influence de Marco Marciano. Puis plus on s'est éloigné de ça, plus il a semblé régresser. Fait que je suis tout à fait d'accord avec Martin par rapport au fait que Éric Raymond, c'est un très bon entraîneur des gardiens, puis que une bonne part du mérite du développement de Samuel Montembeault dans les dernières années lui revient. Sauf que quand on parle de nouvelles voix, je pense que c'était la carte qui restait à jouer aux Canadiens. Ouais. Et le timing, entre autres à cause de la pause olympique, rendait ça faisable maintenant. Puis je pense que le Canadien, tu mentionnes les Red Wings qui ont déjà approché Marciano. Je pense qu'il y avait une crainte de le perdre au terme de la saison aussi. Alors là, ils envoient le message. Même s'ils embauchent Marciano par intérim, on a vu ce que c'est un intérim avec Martin Saint-Louis. Si ça fonctionne le moindrement, ça va être leur homme. C'est drôle d'embaucher un gars par intérim qui est dans ton organisation depuis aussi longtemps que ça, par exemple. Tu le connais. C'est pas comme. C'est comme j'avais un job, mais là, mais c'est peut-être plus. Moi. J'applique pour un poste temporaire. Marco Marciano, ça doit faire 12-13 ans que je le connais. Puis à l'époque où mon fils s'entraînait l'été à Blainville avec Stéphane Dubé, j'ai passé 2 étés à peu près enfermé à l'aréna à Blainville à attendre l'après-midi, à attendre mon fils ou à courir dans les gradins. Stéphane Dubé m'avait donné la permission de t'entraîner. Ils ont une piste de course autour de la glace, puis je faisais des escaliers, puis je courais. Fait que j'étais très en forme à ce moment-là. Et Marco Marciano donnait des cliniques de gardiens à la journée longue. Là. J'ai jamais vu un gars boire autant de Red Bull que ça dans ma vie. À un moment donné, même je pense que je lui ai mentionné, mais arrête ça, c'est dangereux, là, les quantités que tu vois. Mais c'est ce gars-là, premièrement, extrêmement intelligent, mais c'est une boule d'énergie. Là. Ça doit être le fun d'être coaché par lui parce qu'il est très... il est très animé, il est très énergique, il est dynamique. Et probablement que ça va être un changement de ton. On parlait d'une nouvelle voix. Alors, autant ça m'a fait de la peine pour Éric Raymond de voir... Ça prend du temps avant de... Ces gars-là vont coacher des gardiens dans le junior, puis ils se promènent, puis ils font des sacrifices, puis c'est souvent l'entraîneur le moins payé dans une équipe, l'entraîneur des gardiens. Là. Ouais. Alors, quand tu réussis à arriver à la Ligue nationale, puis là, oups, ça prend fin comme ça, ça fait mal. Quoi. Il est encore jeune, il va probablement trouver du travail ailleurs. Mais Marco Marciano l'a fait ce chemin-là aussi. Ouais. Et je suis sûr que les gardiens vont répondre à ça parce que ça va être juste la personnalité. Juste ce que Marciano dégage, puis à quel point, écoute, c'est vraiment... Il me rappelle un peu, il est aux entraîneurs de gardiens, ce que Joël Bouchard est aux entraîneurs en chef. Là. C'est quelqu'un qui déplace de l'air puis qui établit un contact humain. Et c'est ce que disait Debèche hier, d'ailleurs. Il disait, il me pousse dans le derrière, il me met beaucoup de... Il me lâche pas d'une semelle, c'est comme un deuxième paire. Alors, ça va sans doute être bon. Est-ce qu'à compter de maintenant, parce que c'est ce qu'on a vu, est-ce qu'à compter de maintenant, on est dans une logique, le gardien qui gagne goal? Bien, je pense que avec ces 2 performances, coup sur coup, Debèche mérite de reprendre le filet face au Sabre de Buffalo, à mon sens. Mais à un moment donné... Qui est un match important. Suzuki en a parlé comme du match le plus important de la saison. Ça me plaît. Ça. Ouais. Moi, à tous les semaines, je veux le match le plus important de la saison. Le prochain est toujours le plus important. Quand on arrive dans le dernier droit, généralement, c'est toujours ça. Ouais. Mais je comprends la logique derrière ça, compte tenu du classement, puis de la façon, puis surtout force des sabres. Non, puis les deux, comment dire, tu veux pas... Tu sais, on s'entend, le Buffalo se profile... On pensait que ça allait être les Sénateurs, ce sera peut-être le cas, là, mais tu sais, Buffalo se profile comme étant une équipe avec laquelle... qui va... Comment dire, les années qui s'en viennent, on peut penser que c'est 2 équipes qui vont se retrouver souvent dans cette situation-là. Tu viens de perdre les 2 derniers, là. Tu veux pas, je sais pas, tu veux changer ça. Oui. Alors, moi, je reviendrai avec Debèche face au sabre, parce que Debèche, ce sur quoi il a travaillé, entre autres, c'est d'être à la fois gros devant son filet, mais compact dans ses mouvements, puis de laisser finalement, si ta lecture de jeu est suffisamment agressive,
et que tu t'es suffisamment vigilant, tu vas être capable, surtout quand tu as le niveau athlétique de Dobeš, tu vas être capable de battre les passes, d'arriver avant le lancer. Et ça, c'est frappant au cours des derniers matchs à quel point il y arrive bien. Il sort. Moi, je l'ai vu sortir davantage de son filet, être plus confronté, plus agressif pour défier les tireurs qu'il ne le faisait auparavant. C'est sa tendance naturelle, mais depuis qu'il est rentré dans l'organisation du Canadien, on l'a invité à jouer un peu plus profondément. Parce que si tu joues plus profondément, ben, ton déplacement latéral, tu en as moins à couvrir pour pouvoir fermer l'angle. Alors, c'est le fun de pouvoir défier le lancer, mais disons que l'angle est plus grand. L'ouverture est plus grande, sinon sur les côtés. Mais au-delà du prochain match, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que si on a procédé à un changement d'entraîneur des gardiens de but et qu'on veut apporter une nouvelle voie pour relancer les deux gardiens, ben, il faut qu'on donne l'occasion à Samuel Montembeault aussi de voir quel effet positif ça peut avoir sur lui. Parce que dans le fond, si tu dis la minute qu'on a un gardien de but qui gagne des matchs, on va continuer avec lui, ben, dans le fond, il aurait pu très bien faire ça avec Éric Raymond. Bon, oui. Alors, je pense que c'est un électrochoc autant pour l'un que pour l'autre. Ouais. Fait que vérifions si on est capable d'en tirer des bénéfices auprès des deux gardiens. Fait que moi, honnêtement, je comprends la logique de vouloir gagner des matchs puis aller chercher les 2 points, puis on va rouler avec le gars qui est en forme en ce moment. Mais je serais très surpris que Montembeault ne joue pas d'ici la pause olympique. Là. Il va bien falloir qu'il garde les buts à un moment donné. C'est drôle parce qu'on a eu cette discussion-là, je pense, mardi avec Alexandre. Puis si Dobeš joue encore un match incroyable à Buffalo et que le Canadien gagne, à mon sens, tu ne peux pas le sortir. Et je comprends la nécessité de planifier et tout ça, mais je reviens un peu à ma phrase qui était un peu crue. À un moment donné, il faut essayer de donner la respiration artificielle à quelqu'un qui est. Je disais quelqu'un qui est noyé depuis 6 mois, là, mais je dis pas que Samuel Montembeault est un cas désespéré, mais on est dans une période de la saison où il faut just win, baby. Il faut du résultat. Ouais. Mais il y a une pause de plusieurs semaines après ça. Faut jauger le bien. Ouais. Ben écoute, mais il y a un scénario où est-ce que. Tu sais, je dis, c'est le gardien qui gagne, qui joue. Mais à un moment donné, là, je veux dire. Dobeš, d'abord, si Dobeš fait tous les matchs d'ici la pause et qu'il les gagne, tant mieux. Ça sera positif. Il n'y a pas de match dos à dos. Il y a du temps. Mais je comprendrais qu'il fasse jouer Montembeault en disant qu'il faut lui donner un match. Puis Dobeš, ce qu'il nous a montré à date, c'est que quand il joue très, très souvent, qu'il y a un grand volume de matchs, à un moment donné, il l'échappe. Écoute, ça va être intéressant de voir, mais là, il est en train vraiment, il est en train de se détacher de l'autre. Hier, c'était une très bonne performance. C'est ça. Et contre les Golden Knights, c'est vrai. Ouais. Oui, encore plus parce que. Encore plus. Peut-être moins spectaculaire, mais c'était un match qui était pas mal. L'adversaire était pas mal plus dans son assiette qu'hier. Oui, bien, tu sais, il y a beaucoup été question de la capacité du Canadien à résister aux assauts adverses puis de protéger son avance. Bien, le gardien de but a un rôle clé à jouer là-dedans. Puis le nombre de tirs à bout portant que Dobeš a repoussé dans les 2e et 3e périodes hier, c'est frappant. C'est sûr qu'il a été fumant face aux Golden Knights, mais à mon sens, il a été tout aussi bon contre Laval. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Ah ben c'est ce temps-ci d'année, moi j'ai accès à Internet. Là. Et je sais comment chercher là, sur les moteurs de recherche les plus populaires. Mais pourquoi je ferais ça? Lycos. Oui, c'est ça. Alta Vista. Oui, Navigator. Mais pourquoi je ferais ça quand je peux juste vous demander à chaque épisode, c'est quand déjà la date, la pré-date limite des transactions? C'est quand déjà? Il y a une date limite officielle, mais il y a une date avant... C'est pas à partir du 4 janvier? C'est mercredi. Avant les jeux. Pourquoi je ferais ça? Parce que là, ça buzz, il y a du murmure.
entourant... Je disais le 4 janvier, 4 février. Pardon. Oui, moi, je ne t'ai pas corrigé parce OK. que je ne savais pas quoi faire. Ouais. Je ne savais pas quoi. J'ai paniqué. 4 février, 15h. Le 4 février à 15h, donc c'est une c'est comme le Black Friday. Non. C'est une pré-vente, une pré-date limite. Non, c'est ça que c'est. C'est une pré-vente, hein, parce qu'il y a une notion de ça. Donc, évidemment, ça fait qu'il y a du bruit. Il y a de la rumeur dans l'air. Il y aura peut-être de l'action, de l'activité. Il y en a eu un peu. Oui. Grâce à Mathieu Darche. Ben oui, merci Mathieu, qui a décidé qu'il ne transigeait que dans la région métropolitaine de New York. Puis ça, moi, je trouve que c'est bien. Parce que, tu sais, les gars n'ont pas besoin de déménager, ils n'ont pas besoin de chercher. Non. Non, mais c'est bien. On parle beaucoup là, du confort des employés. Je trouve que c'est un beau climat. Bref, on a demandé, via les réseaux sociaux de Radio-Canada et le TikTok officiel de Tellement Hockey, avec tout ce bruit de rumeurs, que pensez-vous qu'il va se passer? Alors, sur le book Louis-Éric, le mot « échange » sera employé au féminin sur plusieurs plateaux. Oh. C'était une bonne échange. Ouais, As-tu ouais. trouvé que Carson Carson. Soucy, c'était une bonne échange? Toujours sur le book, Éric, j'ai de la misère à croire qu'une équipe va vouloir de Patrik Laine, même en retenant 50% de son salaire. Alain, toujours sur le book, un défenseur droitier d'expérience et un gros joueur de centre pour le deuxième trio. Ça, c'est pour le Canadien. J'ai le droit de rêver, absolument. Sur le tube, peut-être l'ajout d'un défenseur robuste. Il faudrait aussi régler le cas patate chaude Laine. Ça, c'était sur le tube. Et sur le gram... Martin adore, Martin Saint-Louis adore répondre à des questions sur Patrik Laine. C'est son passe-temps favori. Ouais. Est-ce qu'il en a? Il était excité. J'ai vu la dernière fois que ça en est fait parler. Est-ce qu'elle est... Ouais, il s'en fait parler? Oui. Ah ouais. Et ça, c'est la réponse, je trouve, tellement. Patrik Laine s'entraîne de façon régulière avec ses coéquipiers. Là. Puis le Canadien peut dire qu'il n'est pas prêt, les médecins disent qu'il n'est pas prêt. Ils peuvent étirer la sauce longtemps. Là, et je comprends les collègues qui sont sur le beat de dire mais là, il y a quelque chose d'anormal. Le gars est capable de jouer puis il ne joue pas. Mais on sait tous très bien qu'il n'y a pas de... C'est ça, là, il y a une raison, là, c'est que personne ne sait où l'insérer. Ben, on sait qu'il y a une raison, mais normalement, c'est pas permis de faire Non, ça. c'est ça. Mais tant que le joueur ne dénonce pas une situation comme celle-là, il peut continuer à dire auprès de la Ligue, ah non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, je me sens pas... Mais le jour où il va le dénoncer, là, s'il le dénonçait, mais... ce sont des hommes d'affaires aussi, les joueurs de hockey. Patrik Laine voit ce qui se passe. Fait que tu veux pas te mettre l'équipe à dos. Là, tu veux que la situation se règle à la satisfaction de tout le monde et tout ça, mais il peut s'entraîner très, très longtemps avec l'équipe. Et si je comprends bien, on peut penser qu'on est dans une situation où est-ce que tout le monde sait là, ce qui se passe, incluant Patrik Laine, et que fort probablement qu'on travaille... on s'active à trouver une solution à l'extérieur de Montréal. On peut penser ça. Ben oui. Parce que sinon... je pense que lui-même et son épouse s'y attendent. Alors, mais je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant qui disait que ça va être difficile de trouver preneur même à 50% du salaire. Il va falloir que le Canadien soit créatif, qu'il cède un actif en retour. Moi, je ne sais pas. Je lance ça, c'est farfelu, là. Puis j'ai aucune raison de penser que ça pourrait tenter aux Blackhawks de Chicago, dont la saison s'en va dans l'autre sens maintenant. Mais il y a le contrat de Shea Weber qui est là. À Chicago, qui n'est pas mis sur la liste des blessés à long terme des Blackhawks. Si tu crées un échange qui implique le contrat de Shea Weber et Patrik Laine, à ce moment-là, ça permettrait aux Canadiens, pour peu qu'ils donnent un actif aux Blackhawks, puis les Blackhawks, sinon, pourquoi ils feraient ça? Ben là, après ça, tu pourrais mettre le salaire de Weber sur la liste des blessés à long terme, puis là tu en as de l'espace sur ton plafond salarial. Parce que Laine, même s'il est blessé depuis longtemps, son nom n'a jamais été inscrit sur la liste des blessés à long terme. Il est comptabilisé dans la masse salariale de l'équipe. Ouais. Alors, peut-être que ça peut être une façon d'aller chercher ça, de l'échanger, mais encore là, il faudrait qu'il y ait un véritable incitatif pour les Blackhawks à agir de cette manière-là. Puis, bon, à venir, je le vois pas. C'est intéressant parce que
ce serait aussi une façon, tant qu'à donner un actif, on se débarrasserait pas seulement de... Bon, se débarrasser, c'est pas gentil. On ne solutionnerait pas seulement l'impasse Patrick Laine, mais on se donnerait une marge de manœuvre supplémentaire. Ben oui, c'est ça, exact. Ouais, intéressant. Et, voyons, le contrat de Weber rentrerait au bercail. Et ça, c'est ça. ça Mais, fait plaisir. Vite, excuse-moi, je vais te laisser continuer, mais juste pour donner suite à ce que Martin disait à propos des commentaires de Martin Saint-Louis. C'est drôle parce que Martin Saint-Louis ne veut pas commenter. C'est une habitude de la maison de ne pas commenter le statut des joueurs blessés, mais c'est pas partout pareil. Le confrère Pierre Lebrun a parlé à Jared Bednar, l'entraîneur-chef de l'Avalanche, récemment, puis il demandait des nouvelles de Gabriel Landeskog, puis Bednar dit « Ah, il va mieux, il s'entraîne en gymnase de plus en plus. Maintenant, il va sur la glace, il est encore un peu limité, il y a de la douleur. L'objectif, c'est encore qu'il puisse participer aux Jeux olympiques. J'espère que tout va bien aller, mais ça commence à être serré. » Ça, c'est quand même beaucoup de détails. Là. C'est beaucoup de détails. Il a mangé des céréales pour... c'est beaucoup de détails. C'est une réponse de qu'est-ce qui se passe. Non, ça se peut. Sur le Gram, donc, on vous demande est-ce qu'il va se passer des affaires, là? Est-ce que c'est juste du bruit, les rumeurs, ou est-ce qu'il va se passer des affaires? Monstre de Chela sur le Gram. On ne sait pas, mais le Canadien devrait échanger pour un défenseur droitier. Goulet, l'homme en trop? Point d'interrogation. Et finalement, Nick, toujours sur le Gram. Tant que l'équipe du balado demeure intacte, incluant Jack le silencieux, le reste, bof. On pourrait peut-être t'échanger contre une animatrice italienne à Milan. On va regarder ça. Qui a un peu de structure, qui connaît son hockey, ça ferait... Ça pourrait donner de la couleur. Ça serait un changement de voix. Exactement. vous êtes dû. Pas que vous êtes moins bon, vous êtes juste dû pour un changement de voix. Une nouvelle voix. Ça vous ferait du bien. Voilà. Ça ferait du bien à tout le monde. Ah, mais elle n'aurait pas de shag, elle. Non, on souhaite, on lui souhaite pas. Un mot sur Artemi Panarin, justement pour clore sur ce bruit, parce que c'est le plus gros bruit, c'est le bruit le plus fort c'est les bruits qu'on entend. Puis moi, je le disais avant de commencer, il y a beaucoup de bruit en provenance des Sharks de San Jose. Je suis pas surpris, mais une affaire aussi, c'est qu'on devrait, au lieu de Lane Hudson puis Ivan Demida, il faudrait peut-être à chaque épisode dire à quel point Macklin Celebrini est bon. On passe un peu à côté de ça. Je pensais, souvenez-vous quand Connor Bedard a fait son arrivée dans la Ligue nationale, c'était le premier match, c'était contre les Penguins de Pittsburgh. Et ça devait être Wes McCauley, mais enfin, c'était un de ses arbitres qui est à l'aise avec l'art oratoire et qui avait dit welcome back. Il avait dit quelque chose à Crosby, genre welcome back, et puis welcome to the show, on a fait le même à Connor Bedard. On en avait fait une grosse affaire. C'était beau. Oui, c'était bien. Mais tu regardes ça aujourd'hui, puis le prochain, c'est Nick Crosby. C'est Macklin Celebrini. C'est plus Celebrini, ouais. Mais écoute, la possibilité de voir Artemi Panarin aboutir à San Jose, c'est extraordinaire parce que c'est un joueur Panarin qui n'est plus aussi dominant à tous les soirs, à 5 contre 5, il est encore extrêmement redoutable en avantage numérique. Mais je pense que le fait de jouer avec un joueur comme Celebrini lui permettrait vraiment de retrouver là, un deuxième souffle. Il est déjà rendu 33 ans, je pense, 34. Alors, tu sais, c'est plus un poulet du printemps. Non. Ça va être un défi pour n'importe quelle organisation qui dit OK, il est rendu à un âge où ça se peut qu'on paie pour des années, pour des services déjà rendus à d'autres et qu'on va juste payer pour son déclin. Le risque est là. Alors, c'est sûr que si les Sharks devaient mettre la main sur lui, le faire jouer avec Celebrini, ça serait probablement la meilleure façon de se protéger de ça. Pendant quoi? Mettons 4 ans, peut-être 5 ans, mais disons 4 ans. Alors, mais moi, ça me surprend quand même parce que les Sharks sont encore en reconstruction. Leurs succès sont surprenants. Mais là, ils sont allés chercher Kiefer Sherwood, qui est un joueur de location. Alors, à moins qu'ils le signent à plus long terme, ce qu'ils vont peut-être faire, ils sont allés chercher un joueur de location. Ils sont agressifs pour aller chercher Panarin. Alors, eux autres, on dirait que maintenant qu'ils voient que la porte s'entrouvre pour les séries éliminatoires dès cette année, ben là, ils vont vouloir mettre leur reconstruction de côté en disant de toute façon, notre joueur concession, on l'a. Puis Will Smith peut très bien être un rouage de notre deuxième trio. Il va juste leur rester à se trouver des défenseurs. Non, mais ça c'est facile. Il y en a partout. Ça traîne, là. Pas un problème. Ça traîne aux 5-10. Non, mais c'est comme si on avait oublié que
c'est une business de gagner. Tu sais, je veux dire, gagner. Pas l'an prochain, la fenêtre va s'ouvrir, l'an prochain. Non, j'aime ça. Ben, c'est ça. Tu cultives pas des bonsaïs. C'est un petit peu plus. Normalement, c'est un petit peu plus agressif. Faut avoir. C'est la patience agressive. C'est un terme que Martin utilisait jadis. Parler, mais oui. Non, il y a trop. Non. Tu regardes Celebrini, là. Moi, il m'impressionne. Il m'impressionne énormément. La saison dernière, quand on le voyait jouer, c'était impressionnant pour un joueur recru, pour un centre de première année, de voir la maturité dans son jeu, à quel point son jeu était complet, mais de le voir réussir comme ça offensivement, il a poussé. Il n'a pas monté d'une coche, là, il est monté de deux coches. C'est ahurissant. Pour un joueur de deuxième année, 10e meilleure saison de tous les temps, juste devant Michael Bossy. Depuis le début des années 2000, pour un joueur de deuxième année, il y a juste Sidney Crosby qui a fait mieux que lui, là où on est rendu à ce stade-ci de la saison. Alors, aller chercher un gars comme Panarin, moi, quand tu as une jeune équipe comme ça, je pense que c'est une erreur de s'attacher les mains avec des gars pour plusieurs années, avec un gars qui est vieux comme ça. Mais si tu peux aller le chercher comme joueur de location en payant... probablement que le prix va être élevé. Sûr, mais ça peut aider à ta jeune équipe à connaître une bonne première expérience en série puis à faire grandir le groupe. Mais il faut, si tu fais ce genre d'acquisition-là pour plusieurs saisons, il faut que tu sois convaincu que ton équipe là, est partie puis que ça va être des parcours éliminatoires à chaque année puis que tu es établi comme formation. Puis les Sharks, ils viennent de sortir du bois. Là, c'est pas... En tout cas, c'est vite. C'est vite. Oui, c'est ça. Celebrini a été sur la glace pour 58% des buts de son équipe depuis le début de la saison. C'est incroyable. Alors, tu sais, Quinn Hughes était dans ces eaux-là, mais il y a peut-être l'année passée puis il y a 2 ans, mais même pas à cette hauteur-là. Fait que Celebrini est toujours sur la glace. Mais au-delà des Sharks, Panarin, il y a quand même plusieurs équipes qui vont être intéressées, qui vont le courtiser. Ouais. Le défi pour les Rangers rendus ici, c'est que là ils le laissent de côté, ils ne font pas jouer d'ici la pause olympique. Et Panarin dit, moi, je veux être échangé à un endroit où je vais pouvoir signer un contrat. Oui. Il ne veut pas déménager 2 fois. Exact. Alors, Long Island devrait... Ça fait en sorte qu'il a, ça fait en sorte qu'il a le choix de sa destination. Et après ça, ça lie un petit peu... C'est que d'un côté, en ayant le choix de sa destination puis dire finalement, je m'entends pour un contrat avec cette équipe-là, ça limite le nombre d'options à la disposition des Rangers. Oui, puis ça fait baisser le prix, c'est sûr. Oui, mais le fait qu'une équipe s'entende avec Panarin puis qu'il y ait un contrat, ça fait comme ça ramène. Ouais. Ça ramène la valeur à la hausse parce que normalement, quand tu échanges un joueur puis qu'il y a une entente à long terme puis que c'est pas seulement, tu payes pas un prix pour un joueur de location, tu payes un prix pour le futur aussi. Alors ça l'un annule l'autre d'une certaine manière. Alors, ça se bouscule au portillon. Selon Kevin Weeks, il y a pas loin d'une dizaine d'équipes déjà qui ont manifesté de l'intérêt, dont les Maple Leafs de Toronto. Depuis 3 ans, depuis le début de la saison 2023-24, c'est le 6e meilleur marqueur de la Ligue nationale quand même encore. Puis depuis le début de la saison dernière, donc une saison et demie plus, c'est le 14e meilleur marqueur de la Ligue. Fait qu'il est quand même encore efficace. Mais quand même... Est-ce que le Canadien est dans les 10 équipes? Non, ça n'aurait... Aucun sens. Le Canadien a besoin, c'est le fun d'avoir des vedettes, amenez-en. Marquer des buts pour l'instant, c'est pas le problème du Canadien, c'est de pouvoir en prévenir, c'est de pouvoir avoir des joueurs qui vont être qui vont aider à diminuer le temps passé en zone défensive, qui vont être suffisamment rapides pour pouvoir stimuler la transition, puis qui ajoutent du gabarit à l'équipe. C'est plus, à mon sens, c'est plus ce profil-là dont l'équipe a besoin. Puis celui qui, tout à l'heure, a mentionné un défenseur droitier, si Kaden Guhle, ça ne débloque pas du côté droit, c'est sûr que ça va être un enjeu. Moi, c'est ma vraie obsession. Pour le moyen terme. C'est ma vraie. On a beaucoup parlé là, en début de saison là, d'un trou dans le top 6, là, peut-être au centre ou à l'aile. Moi, ma vraie là, maladie, là, c'est ça. Il manque un défenseur droitier. Il manque un Kaden Guhle droitier qui est en santé.
plus que souvent. Plus souvent qu'autrement. Ça se défend. Je peux le faire, là, je peux le dire. Qu'est-ce que je dis déjà? C'est ça qui est ça? Bon. Ouais, c'est ça. Ça, je peux, là. Je peux, je peux. Oui. J'ai mérité, je pense. J'ai suffisamment été inventif au cours des derniers... Enfin. Demandez-moi-en pas trop. On se voit à l'aéroport dimanche. C'est ça, hein? En plus, on part ensemble. C'est vraiment comique. Et on laisse Gascon en arrière. Qui s'arrange tout seul. Ben oui. Bonne chance. Donc, voilà, je vais commencer par vous autres. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là, de cliquer, de commenter, de participer. Et on espère que vous allez nous suivre. C'est ça va être plus d'ouvrage pour vous autres, là. Ça va être à tous les jours. Mais on espère que vous allez être là puis que vous allez embarquer du monde, là, parce que ça sera pas, comment dire, surtout que les dernières années avec le Canadien, là, on faisait un peu ça pour rien, ce balado-là. On va se dire. Ben là, on faisait ça pour quoi? Une équipe, je sais pas, j'étais pas là. Une équipe qui attend. Non, tu étais là l'an passé. Une équipe qui attend. Là, c'est un peu plus le fun, mais il y a d'autres enjeux. Là, le tournoi de hockey olympique, il n'y a rien d'autre là, que la fine élite, le top du top, là. C'est... Hein, Martin? Ouais, ça va être le fun. Non, ça va être le fun. Écoute, moi, c'est pas du niaisage, c'est ça que je veux dire. J'ai fait mes premiers jeux d'hiver à Sochi et je pensais à ce moment-là que ça allait être comme ça tous les 4 ans. Et je pensais pas que... pauvre Martin. Non, mais... Pauvre tout le monde. Je trouve que ça a été extrêmement triste. Il y a une génération de joueurs de la Ligue nationale qui n'ont pas vécu ce que c'est d'avoir la chance de participer aux Jeux olympiques. Et il y a beaucoup de partisans qui ont été... Des millions de partisans à travers le monde qui ont été privés de ça. Alors ça va être incroyable. Est-ce que ça se peut même qu'on s'en rende pas compte à quel point c'est ça, là? Parce que Sochi, c'est loin. T'sais, même moi, j'ai perdu un peu le feeling, là. Mm-hmm. C'est ça. On va peut-être être un peu pris... Quand je dis on, là, je parle comme société. On va peut-être être un peu... sous le choc, parce que c'est certainement de ce niveau-là. Alors, c'est ça. Donc, merci encore à vous tous et à vous toutes d'être là. Martin Leclerc, merci, mon vieux. Ça a été un plaisir. C'est toujours un plaisir. Marc-Antoine Godin, merci. Tu l'as dit. Je l'ai dit, je rappelle que vous êtes respectivement chroniqueur principal et journaliste affecté aux affaires du hockey. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin qui va tout chapeauter, téléguider ça, lui. Oui. Il y a une chance qu'on l'a. On va être comme des marionnettes. C'est comme toujours. Et Jacques-Alexis va tout diriger. Voilà. Dansez! Parler piqué souvent! Oui, c'est ça. Un gros merci, Jacques-Alexis. Donc, merci encore. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.